Accueillir Corinne Baron. Alors, vous dites que vous êtes créatrice de jeux pédagogiques imprimables. Donc, en gros, on les télécharge sur votre site, on les imprime, il y a une règle du jeu et on joue soit en famille, soit en classe. Voilà, c'est ça, Parfait. exactement. Alors, c'est chez Jeux et Talents, tout attaché. Comme je l'écrirais, mais sans espace. Au pluriel, voilà. Jeux et Et sans talents. faute d'orthographe. Ouais. Donc, peut-être pas comme je l'écrirais finalement. .fr, voilà. Donc le titre de l'exposé, c'est l'intérêt de jouer pour apprendre. Alors moi, je suis convaincu, donc je vais pas. Voilà. J'espère qu'on va convaincre un peu de monde. Merci. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être ici pour vous parler de la place et de la valeur du jeu dans l'apprentissage. Je vais aborder quel rôle on peut donner au jeu dans l'apprentissage. Je vais aussi vous parler de quelques exemples de jeux qu'on peut mettre en place dans nos séances d'apprentissage auprès des jeunes ou en formation. Et puis, je voudrais aussi aborder le changement de posture que ça implique pour la personne qui est en charge de l'apprentissage, d'utiliser le jeu comme outil. Alors, comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui à vous parler de ça ? En fait, moi, j'ai eu la bénédiction d'avoir un enfant porteur de troubles du neurodéveloppement. Et du coup, avant ça, donc, j'étais jeune professeur des écoles. J'avais toujours voulu faire ça. J'arrivais avec envie de révolutionner les méthodes d'apprentissage. J'étais super enthousiaste. Et puis, j'ai essayé beaucoup de choses dans les classes. Et j'étais très attirée par les pédagogies alternatives. Et en fait, une fois confrontée au terrain et dans la réalité, je me suis rendu compte que c'est quand même pas si simple une fois dans les classes avec voilà, tout le contexte qu'on connaît, les classes chargées et tout ça, d'arriver à mettre en place d'autres façons de fonctionner. Et puis sur mon parcours, au bout d'un moment, donc j'ai mon enfant qui a grandi et cet enfant, en fait, avec tout ce que j'essayais de mettre en place, et tout, en fait, finalement, j'y arrivais pas du tout. Mais on savait pas pourquoi, parce que voilà, on a attendu 8 ans avant d'avoir des diagnostics. Donc ça veut dire 8 ans où j'ai utilisé toute ma créativité pour essayer de trouver des solutions pour arriver à faire vivre un peu les apprentissages, pour arriver aussi dans plein d'autres domaines de vie à fonctionner. Et en fait, on a fini tous les deux par quitter les écoles, donc moi l'enseignement et puis mon fils l'école, et on est passé en instruction en famille. Et une fois en instruction en famille, en fait, je me suis mis à lui créer des jeux de temps en temps ou à en télécharger sur Internet. Et en fait, c'est encore ça qui marchait le mieux. Là, tout de suite, il était lumineux, il rentrait dedans, on pouvait y passer beaucoup plus de temps sur les notions qu'il aurait saoulé beaucoup plus rapidement sinon. Et donc, je me suis mis à créer de plus en plus de jeux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je pense que je vais les partager parce que ça va sûrement plaire et ça va sûrement aider plein d'autres enfants de pouvoir apprendre plutôt en jouant que ce qu'on peut avoir comme visualisation traditionnelle de l'enseignement dans les classes, à faire le leçon, exercice. Et ça peut, voilà, à la longue, sur toutes les thématiques, tout le temps, être un peu usant, quoi, pour les enfants. Alors, dès qu'on arrive, bon, maintenant, on va faire un jeu, et ben là, on a tout de suite beaucoup plus de motivation à jouer. On a tout de suite un engagement beaucoup plus grand. Et ça, c'est un des rôles que joue le jeu. En fait, ça booste effectivement l'engagement que les jeunes vont avoir sur l'objectif d'apprentissage avec lequel on va arriver. Qu'on leur annonce ou pas, à partir du moment où on va jouer, ils vont rentrer dedans et la séance va être beaucoup plus plaisante et animée sur le moment avec eux. Alors, il faut savoir que jouer, du coup, c'est un processus naturel d'apprentissage. On arrive avec cette capacité à jouer pour apprendre, comme tous les mammifères. Vous avez sûrement déjà vu des petits chatons se sauter dessus, plein dans des reportages animaliers peut-être. Enfin, on voit tous les petits
jouent pour apprendre les capacités qu'ils ont besoin d'apprendre dans leur vie adulte. Et ça va de pair avec la curiosité aussi, le désir d'exploration. Ouais, il y a plein de compétences innées comme ça avec lesquelles on arrive. Et peut-être qu'on n'exploite pas assez ensuite, tout au long de nos enfants qui grandissent. Peut-être qu'on pourrait un peu plus utiliser cette appétence innée à jouer pour faire passer les apprentissages. Par exemple, du coup, moi je me suis mis à créer une série de jeux que j'ai appelé les cadenas-aventures. Donc c'est un jeu où au bout on ouvre un cadenas et donc il y a une surprise, une récompense au bout. Et c'est vrai que moi ça partait de mon fils, donc où on me disait avec ses troubles qu'il fallait utiliser le chemin de la récompense quand on butait sur quelque chose, que là c'était vraiment la voie royale pour arriver à dépasser les résistances. Et donc je me suis mis à créer un jeu j'avais un cadenas à 4 chiffres et du coup je bloquais une petite récompense dans mon coffre ou même un bocal de cuisine, ça va très bien. Vous savez, ceux qui ferment là avec les anses en métal, là on peut bloquer le cadenas dessus, on opacifie le bocal en verre avec une feuille de papier dedans, on cache un petit truc et le jeu est lancé. À partir de ce cadre-là, si on a un cadenas à 4 chiffres, on peut mettre 4 petites épreuves qui ressemblent quand même fortement à des exercices qu'on pourrait faire sur une feuille classiquement en classe ou quoi. Mais là, chaque résultat va nous donner une partie du code pour ouvrir à la fin le cadenas. Et là, alors là, pour mon fils, ça a été génial. Quand est-ce qu'on refait un cadenas aventure, maman? Alors, je leur donnais plein de noms, cadenas Perrault. Et du coup, à la fin, il y avait un petit truc à manger. Voilà, AirQuest, j'en ai un pour les travailler les airs. Voilà, qu'on peut tester d'ailleurs sur le stand de Jeux et Talents aujourd'hui. Et voilà, du coup, là, tout de suite, motivation à fond, engagement tout du long parce qu'il veut ouvrir le cadenas. Donc là, le pari est gagné. C'est le genre d'aventure qui marche vraiment très, très bien. Je voulais juste faire une petite parenthèse au niveau des neurosciences pour vous dire qu'on a de plus en plus d'études qui abondent dans ce sens par plein de biais différents pour nous montrer que en fait, le jeu, ça libère des neurotransmetteurs, ça stimule ces neurotransmetteurs comme la dopamine par exemple, qui est en lien avec la motivation et la récompense. Et du coup, on a d'autres chemins qui se créent. Et vous savez, dans le cerveau, en fait, à chaque fois qu'on active un chemin, du coup, c'est comme un sentier en forêt. En fait, au départ, le sentier, il est tout petit. Et puis au fur et à mesure que des gens ou des animaux vont passer dessus, le sentier va s'agrandir pour devenir un plus grand chemin. Et en fait, au fur et à mesure qu'on active ces chemins dans le cerveau, ça va devenir jusqu'à des autoroutes en fait, pour être activé à chaque fois qu'on va se lancer. Donc si on a fait plein de fois ce chemin quand on l'a associé, je ne sais pas moi par exemple, à des conversions de litres, et ben du coup, à chaque fois qu'on va voir conversion de litres, ah ouais, c'est génial ça, voilà, parce qu'on a déjà activé le chemin plein de fois par le jeu, et du coup, on a activé une autre façon de visualiser son rapport avec l'apprentissage. Donc, dans ces études, ça nous montre aussi que le jeu renforce la mémoire. Alors, comment c'est possible d'arriver à renforcer la mémorisation par le jeu? Parce qu'il se passe quelque chose en fait de particulier dans le jeu. Souvent, on a des émotions plus intenses quand on joue. Tout d'un coup, on est excité. Oh là là, j'ai perdu ou oh super, j'ai la carte qu'il faut. Voilà. En fait, on active davantage les récompenses et ça stimule la mémoire. Donc, à long terme, on va davantage se rappeler des apprentissages qu'on a fait par le jeu, par cette stimulation des émotions en fait. Voilà. Je voulais vous raconter aussi un petit peu que moi, j'ai pu expérimenter le côté où les études nous montrent aussi le jeu favorise la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale, c'est cette capacité qu'a le cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions. Et moi, j'ai senti cette chose-là. Donc, je suis pianiste et j'ai appris le piano depuis toute petite. J'ai appris à jouer des partitions, c'est-à-dire que j'avais un modèle et je reproduisais le modèle. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mis à improviser.
Et là, donc, je commençais à tester des choses. Et ah tiens, ça sonne bien ça, bah tiens, je vais recommencer. Et puis ah bah, tiens, avec l'autre main, je pourrais faire autre chose. Et je me suis mis à tester comme ça, à explorer un petit peu mon piano. Et tout d'un coup, je me suis dit ah mais en fait, ça y est, je joue du piano. Ça y est, c'est ça jouer en fait. Voilà. Et là, il y a quelque chose vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de moment, où je me dis, ah oui, là, c'est cette sensation, c'est ça le jeu en fait. Et là, c'est un monde, un chemin sans fin quoi, qui s'ouvre sur qu'est-ce que je pourrais expérimenter encore. Et j'ai pu aussi me rendre compte que je n'avais pas du tout besoin de noter les improvisations que j'avais essayé de faire, parce qu'en fait, je m'étais tellement amusée que je les ressortais tout de suite les autres fois où je revenais essayer. Et voilà, c'était intéressant pour moi de l'expérimenter sur quelque chose que je connaissais, plutôt que juste de voir sur quelqu'un d'autre et d'imaginer un peu ce que ça pouvait faire. Donc voilà, peut-être que ça vous est arrivé aussi de ressentir cette sensation du jeu et de tout ce que ça implique, comme un peu ce feu d'artifice à l'intérieur, quoi. Alors, le jeu, donc on a toujours un objectif. Quand on est dans un enseignant ou en tout cas toute personne qui fait le pont entre l'apprenant et l'apprentissage, on a un objectif d'apprentissage à la base. On sait ce qu'on veut enseigner à l'autre. Partant de ça, du coup, on va utiliser un jeu. Et en fait, durant ce jeu, il ne va pas se passer seulement cet apprentissage-là. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de compétences sociales qui se construisent en plus à travers le jeu. Et voilà une raison supplémentaire d'utiliser le jeu dans l'apprentissage. Parce que du coup, imaginez, des enfants qui jouent ensemble, du coup, il va falloir communiquer. Il va falloir travailler en équipe, coopérer, éventuellement résoudre des conflits, en tout cas s'adapter. On va travailler l'adaptabilité. Et toutes ces compétences-là, imaginez, ça c'est des choses qu'on peut réinvestir ensuite dans plein d'endroits. Et il y a des études qui ont montré que des écoles qui utilisaient fréquemment le jeu ont retrouvé ces compétences plus marquées chez les enfants qui avaient grandi avec ça. Donc c'est assez intéressant quand même de voir le pouvoir du jeu au-delà des objectifs d'apprentissage qu'on s'est fixés en premier, quoi. Ce qui est important aussi, je trouve, c'est le rapport à l'erreur. Dans le jeu, en fait, on va pas avoir l'enseignant qui va nous dire c'est juste ou c'est faux, il y a une note, ou en fait, c'est la situation de jeu qui va interagir avec nous. Mince, le cadenas, il s'ouvre pas. Bon, j'ai dû me tromper sur un truc, voyons voir, je reprends. En fait, cette démarche-là, elle va réduire l'anxiété de est-ce que j'ai juste, est-ce que j'ai faux, si j'ai faux, c'est fini, j'ai faux, c'est terminé. En fait, ça va encourager à réessayer, à utiliser différentes stratégies. Et du coup, on change ce rapport à l'erreur. On n'a plus peur en fait de faire des erreurs ou d'échouer. En fait, c'est pas grave. On va recommencer. On est dans le cadre du jeu, dans cette espèce de cadre un peu sacré où on peut tout expérimenter, on peut se permettre. Et donc, du coup, voilà, ça allège en fait l'apprenant sur sa posture, sur son aisance, et du coup, tout ce qu'il va se permettre d'oser pendant ces séances de jeu. Maintenant, j'aimerais quand même vous parler de quelques jeux en particulier pour voir, peut-être vous en connaissez certains, parce que vous allez en découvrir d'autres. Des jeux que moi j'aime beaucoup utiliser. Alors, bien sûr, quand on a un objectif d'apprentissage derrière, on se dit, alors où est-ce que j'en suis dans ma séquence d'apprentissage ? Est-ce que je suis au moment de découverte ? Est-ce que je veux les faire explorer ? Est-ce que je veux qu'ils s'entraînent à une notion ? Parce que quand vous voyez par exemple la conjugaison ou l'étape de multiplication, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc on a envie un peu de créativité pour pas le refaire faire à chaque fois de la même façon. Donc c'est intéressant de pouvoir varier les jeux. Et pour cette phase d'entraînement, par exemple, moi j'aime beaucoup utiliser des jeux de cartes. Donc on peut créer des jeux de cartes tout à fait différents. J'aime beaucoup créer des jeux de double, par exemple. Vous connaissez peut-être ce principe. Alors avec j'en ai fait un avec les tables de multiplication. Pour les plus jeunes, pour reconnaître les lettres dans différentes écritures. Voilà, on a un O en majuscule, on a un O en écriture cursive minuscule à mettre en correspondance, mais il y a d'autres lettres sur nos petites cartes. Et on peut aussi utiliser des jeux de plateau, typiquement un jeu de loi,
avec des petites épreuves, ça permet de réviser, de s'entraîner différemment que si on avait juste des questions à enchaîner. Là, au moins, on avance. Le jeu, il a un début, il a une fin. Et puis, voilà, on a fait notre jeu et on pourra y revenir plus tard. Et du coup, ça dynamise un petit peu ce côté répétitif qu'on peut avoir dans la phase d'entraînement. Un autre type de jeu que j'aime beaucoup, donc je vous en ai parlé avec les cadenas-aventure, c'est les chasses au trésor. Donc c'est un peu différent du cadenas-aventure. La chasse au trésor, on va carrément aller un peu cacher des indices ici et là. Et puis au fur et à mesure qu'on résout les défis, du coup on va arriver au final au trésor, soit qui est caché dans le dernier endroit, soit effectivement avec le coffre, on a le code final pour ouvrir le coffre qu'on avait vu dès le départ. C'est possible aussi, il y a plein de façons d'imaginer une chasse au trésor. Et d'ailleurs, j'en ai créé une pour ce salon. Donc, si vous avez le temps, passez sur notre stand ou à l'accueil, récupérez une petite fiche pour jouer. Et on a 6 épreuves sur tout le salon que vous pouvez essayer sur, bien sûr, le thème de ce salon, la flamme mathématique. Voilà. D'autres types de jeux qu'on a peut-être un peu moins... Oui ? La chasse au trésor ? La chasse au trésor sur le salon, je l'ai triplée en fait pour en faire 3 niveaux de jeu. Donc un premier niveau de jeu à peu près 7-9 ans, un deuxième à peu près 9-11 ans et ensuite 12 ans et plus. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Donc je voulais vous parler d'autres types de jeux qu'on a peut-être un peu moins la pensée de mobiliser. Par exemple, des jeux d'exploration libre. Donc, c'est des jeux où on va créer un environnement où il y a des choses à bidouiller, peut-être des objets un peu bizarres, et il y a des défis à relever. Et à la fin, on doit trouver une façon de terminer les défis. Alors, vous avez peut-être entendu parler des escape games, des jeux d'évasion qui fonctionnent sur ce principe-là. Et on peut aussi, dans une classe, par exemple, imaginer des ateliers autonomes, un moment où on a la classe qui est en atelier, et un des ateliers, ça va être un coin de la classe où j'ai installé un peu de matériel, et puis je les laisse se débrouiller avec ça. Et ils vont comprendre qu'il y a un défi au bout, et ils vont trouver le lien entre les choses. Et voilà, on estime le temps que ça va leur prendre pour réaliser cet atelier. Mais ça peut être juste un atelier dans la classe qui dure à un moment donné, pas forcément très longtemps, suivant le défi qu'on met. Mais là, c'est vrai que ça met en jeu plein de compétences chez les jeunes. Et surtout, le côté débrouillez-vous, quoi. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Essayez de trouver ce qu'il faut faire. Essayez de trouver qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Et donc, c'est encore une autre façon de jouer. Et vous pouvez imaginer que ça mobilise encore d'autres compétences, du coup, que les élèves vont développer à ce moment-là. Si on veut élaborer un petit peu là-dedans, donc moi, dans mon parcours, je suis aussi directrice de colonies de vacances et formatrice BAFA. Et dans les colos que j'ai créés, j'en ai notamment créé une sur le thème de Harry Potter. Alors, c'était un petit peu ambitieux, mais on a passé 11 jours complètement dans l'univers Harry Potter, où j'ai emmené les enfants à l'école de sorcellerie. Mes animateurs étaient donc des enseignants de cette école de sorcellerie. Et on restait dans nos personnages pendant les 11 jours. Et donc, ils allaient à des cours d'astronomie, de potions, parce qu'ils ont fait beaucoup de chimie. Donc, ils ont fait de l'astronomie, ils ont fait plein d'apprentissages, plein de choses. Mais alors, ils ne les ont pas vus du tout. Eux, ils se sont éclatés du début à la fin. Parce que là, pour le coup, on n'était pas du tout à l'école. On est dans un contexte de vacances. Donc, l'idée, c'était de se marrer avec tout ça. Et donc, on a beaucoup rajouté du ridicule, du rire. On a fait des duels de sorcières. Alors, bien sûr, nos baguettes, elles ne font pas exploser et tout ça. Mais par contre, en théâtre, on peut tout à fait exploser et tout ça. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, là aussi, du théâtre. On a fait plein de choses. Et les enfants nous ont fait des retours extrêmement positifs. Ils ont vraiment adoré cette colo, qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà. Alors, bien sûr, en classe, ça peut être compliqué d'organiser quelque chose d'aussi ambitieux que ça, mais pourquoi pas imaginer une demi-journée ou une journée sur un thème et voir où est-ce qu'on en est dans nos objectifs d'apprentissage. Et à partir de mes objectifs d'apprentissage, je choisis une thématique. Ça peut être une thématique de saison, comme on fait régulièrement des activités autour d'Halloween, de Noël et tout au long de l'année. Et puis à partir de la thématique qu'on choisit,
du coup, intégrer nos objectifs d'apprentissage dans des jeux qu'on va pouvoir proposer ou dans un grand jeu qu'on va pouvoir proposer tout au long de cette demi-journée. Alors, il y a un autre type de jeu dont j'aimerais vous parler. Mais alors, j'ai un petit problème avec ce type de jeu-là, parce qu'on m'a dit que c'était limité à la maternelle. C'est les jeux d'imitation. Vous en avez entendu parler, sûrement. Les enfants, quand ils sont tout petits, là, dans les maternelles, on les voit jouer à la marchande, on les voit jouer avec les voitures, on les voit avec les poupons. Ça, c'est OK. En maternelle, c'est OK. Mais par contre, après, c'est fini. Hein. Les jeux d'imitation, c'est limité à la maternelle. Après, non. Après, ça n'a plus aucun intérêt. C'est maternelle. Voilà. Alors, je me demande, mais qui a décrété ça, en fait ? Parce qu'à quel moment on décrète que les situations du monde réel n'ont plus aucun intérêt pour les jeunes qui sont en train d'apprendre ? En fait, c'est au contraire, partir des situations du monde réel, ça ancre le sens des apprentissages. Imaginez par exemple, en élémentaire, un conservateur de musée. On crée un personnage, conservateur de musée. Il a une exposition à créer et du coup, il va falloir qu'il choisisse des œuvres pour mettre dans son exposition. Donc l'enseignant peut avoir préparé une grande sélection d'œuvres dans laquelle les jeunes vont pouvoir faire leur sélection pour leur exposition. On pourrait donc imaginer les apprentissages derrière sur les artistes, les courants, les époques des œuvres. Et puis peut-être qu'il a un budget limité, ce conservateur, pour l'exposition. Donc on pourrait avoir des notions d'argent. Ou peut-être que les œuvres elles vont être à vendre. Là aussi, on va pouvoir développer des notions d'argent. En fait, de tout ça, on pourrait en faire une aventure. Il n'y aurait pas forcément de bonnes réponses à la fin. Il y aurait, voici mon exposition, voici la tienne, voici la sienne. Chacun a préparé une exposition, par exemple. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un jeu de plateau, où au fur et à mesure qu'on avance, on récupère des œuvres pour pouvoir faire son exposition, on récupère du budget, ou on vend une œuvre. En fait, il y aurait plein de choses à imaginer à partir d'un personnage concret, qui a un métier dans notre monde. Et c'est juste un exemple, évidemment. Les métiers, il y en a plein. Et il y a encore plein de choses qu'on pourrait explorer tout au long de la scolarité des enfants. Et évidemment, en formation professionnelle, en fait. Les jeux, on peut utiliser ça pour les apprentissages de la maternelle jusqu'à la formation professionnelle et dans tous les domaines que vous pouvez avoir besoin d'explorer dans l'apprentissage. Je voulais aussi vous parler des jeux de construction, pareil, qu'on utilise plutôt en maternelle, plutôt pour les petits. Et finalement, par exemple, une entreprise comme Lego développe beaucoup de fiches pédagogiques pour utiliser ces outils comme base, en fait, socle pour construire des apprentissages, mais ça peut être des apprentissages dans le langage ou dans plein d'autres domaines qu'on n'aurait pas forcément l'idée d'aller chercher au départ avec des outils de construction. Donc, il y a plein de matières à explorer au niveau des jeux. Voilà, je vous en ai présenté quelques-uns. Et maintenant, j'aimerais vous parler donc de la posture que ça implique derrière. Et pour ça, j'aimerais vous faire jouer un petit peu. Si quelqu'un veut bien lancer le dé. Oui, allez, viens. Allez, vas-y, tu le lances là. Là, on va perdre le dé. Allez, recommence. Alors, on a un 4. Alors, on va peut-être passer... Voilà. Ici, j'ai les numéros donc, du dé et le 4. Derrière, j'ai le mot « réguler ». Alors, je voulais vous demander, est-ce que si on utilise le jeu dans une séance d'apprentissage, quel serait le rôle du coup de l'enseignant? Est-ce que ça pourrait être régulé? Qu'est-ce qu'il y aurait à réguler dans cette situation? J'ai un jeu. C'est pas parce que les enfants sont partis sur leur jeu que j'ai plus rien à faire. Donc, j'ai posé ce mot « réguler » parce que effectivement, on va avoir des choses à prendre en compte. Réguler, ça peut être je vais doser. Est-ce que je vais venir intervenir? Est-ce que j'observe? Est-ce que
quels indices je vais mettre à disposition des enfants? Est-ce que je vais personnaliser ou adapter en fonction de là où en est tel enfant et tel enfant dans mon jeu? Donc, je vais avoir besoin de faire des interventions, mais ça, c'est en amont à imaginer par rapport à ce que je sais de mes élèves et de la situation que je vais proposer, et aussi sur le moment. Donc, à faire en direct sur le jeu, voir si je reste en observateur, si je vais plutôt voir un autre groupe, si au contraire je reste là parce que là, il y a besoin de ma présence sur ce jeu-là. Voilà, je voulais vous interroger un peu sur réguler. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lancer le dé? Allez, vas-y. Un 6. Alors, voyons voir le mot numéro 6. Délimiter. Alors, est-ce que ça vous parle, le mot délimiter, sur la posture de l'enseignant quand il fait jouer ses élèves? Ça ressemble un peu à réguler quelque part. Délimiter, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? En fait, c'est plutôt sur... c'est moi qui suis garant du cadre. Donc, c'est moi qui vais démarrer le jeu, c'est moi qui vais montrer l'entrée de jeu, c'est moi qui vais faire la sortie du jeu. Et aussi, c'est moi qui vais faire la sortie de jeu dans le sens où peut-être qu'après le jeu, je vais avoir envie de faire un débriefing avec les élèves ou avec les personnes que je forme sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ce jeu. Peut-être qu'on est sur une fin de séquence d'apprentissage et que donc on va clôturer du coup cette séquence en montrant que bah voilà, ça y est, là on voit qu'on est capable de réinvestir toutes les notions dans un jeu et que du coup cette notion-là, bah voilà, on a terminé d'en parler, on va passer à autre chose. En tout cas, voilà, c'est moi qui vais délimiter et aussi je suis garant du cadre de sécurité. Donc, ce qui est valable aussi dans tout le reste du temps dans la posture d'enseignant. Mais on n'oublie pas voilà, qu'on est garant de la sécurité affective des enfants. Et donc, je vais aussi faire attention à ce que chacun puisse s'exprimer, que ma parole soit respectée, que toutes les idées voilà, puissent s'exprimer et que je garde... quand même ce contrôle-là c'est pas parce qu'on est en train de jouer qu'on peut parler n'importe comment, qu'on peut hurler, que voilà. C'est moi qui garde ce cadre-là. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lancer le dé? Alors, c'est un 1. Évaluer. Alors, ça c'est un grand questionnement. En ce moment, j'ai l'impression que ce que j'écoute plutôt sur Internet, dans des conférences, j'ai plutôt l'impression que c'est pas OK d'évaluer avec le jeu. Le jeu, c'est le cadre sacré, c'est pas le moment de l'évaluation. J'entends beaucoup ça. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont lancés dans un jeu, ils sont dans le jeu. Les enfants, ils ont pas envie d'entendre là à ce moment-là qu'est-ce que je suis en train d'apprendre. Tout ça, non, là, je suis dans le jeu, je veux gagner. Ou voilà, on est dans le jeu. Ok, donc c'est vrai qu'il y a cet espace-là. Cependant, moi qui viens observer le jeu, il y a plein de choses qui font sens pour moi. Je vais pouvoir me rendre compte de là où en sont les élèves. Je vais pouvoir voir les stratégies qu'ils utilisent. Il y a plein de choses qui font sens. En fait, l'évaluation, il n'y a pas qu'une évaluation, on sait bien. Il y a des évaluations tout au long de la séquence d'apprentissage. Et donc, il y a plein de choses au niveau de l'évaluation qui font quand même sens dans le jeu. Et voilà, je voudrais un peu ouvrir ce questionnement-là, parce que effectivement, on n'est pas sur une type d'évaluation où on va mettre la pression aux élèves sur il faut absolument ouvrir le cadenas, sinon tu n'as pas réussi à valider cette notion-là. On n'est pas là-dedans, effectivement. Pour autant, il y a plein de choses d'évaluation qui font sens dans le jeu. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut lancer le dé? Tu veux relancer? Vas-y. Ah, le 1, on l'a déjà eu. Est-ce que tu veux relancer à nouveau? Oui, tu réessayes? Le 2. Ah, merci, le 2, on ne l'a pas eu encore.
Alors le 2, c'est enseigner. Bah oui, parce que quand même, on peut se poser la question. On entend parfois des collègues vont dire non mais c'est pas le temps de travailler non plus. Voilà, on va pas jouer. Ici, on est là pour bosser quoi. Voilà. Donc finalement, est-ce que jouer, c'est enseigner? On peut se poser la question. Alors, j'espère qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, vous commencez à sentir que oui, évidemment, c'est enseigner quand on fait jouer ses élèves ou ses apprenants en tout cas, puisqu'il se passe énormément de choses dans le jeu. Et en fait, le jeu est l'une des meilleures façons d'apprendre qu'on puisse trouver à faire vivre à nos apprenants. Et du coup, dans cette façon de jouer, ça va effectivement changer notre façon d'envisager ma posture d'enseignant, c'est-à-dire que je ne suis plus là à transmettre la notion que j'ai visée dans mon objectif d'apprentissage, mais c'est la situation de jeu qui va enseigner le gros du boulot en fait. Et moi, c'est quoi ma posture du coup là-dedans? Et bien du coup, moi, je vais faciliter l'expérience de la situation de jeu et je vais accompagner. Donc c'est vrai que c'est quand même un lâcher-prise à avoir sur qu'est-ce que je vais faire vraiment sur le temps de cette séance. Mais comme on a pu le voir, c'est un lâcher-prise tout à fait contrôlé. Parce que c'est moi, à la base, qui ai défini l'objectif d'apprentissage et je sais pourquoi je l'ai fait jouer à ce jeu-là. Je sais, j'ai délimité, je sais combien de temps ça va durer, je sais où je veux en venir, je sais quelle place ça a dans ma séquence d'apprentissage. Donc oui, il y a le lâcher-prise sur ce que je fais là, tout de suite, pendant la séance. Mais en fait, c'est tout à fait contrôlé. Donc, c'est un petit virage à prendre, mais on est toujours, bien sûr, en train d'enseigner. Qui veut lancer le dé? Vas-y. Ah, un 6, tu nous as déjà fait un 6 tout à l'heure. Hein. On va recommencer du coup. Un 5, ouais, merci. Alors, le 5, évidemment, on arrive à accompagner. Puisque voilà, donc, on va avoir cette posture qui change. Et dans l'accompagnement, en fait, on va se retrouver peut-être à venir jouer, même à côté d'un enfant qui pourrait avoir un besoin particulier d'une aide sur ce jeu. Par exemple, je pense à mon jeu Matou Multi là, sur l'apprentissage des multiplications où on a des tables de multiplication à mettre en paire avec le résultat. Et c'est un jeu de mistigris, donc pour ceux qui connaissent le fonctionnement. On va avoir une petite aide sur les tables de multiplication posées sur la table, mais peut-être que ça ne va pas suffire comme aide pour que l'enfant arrive à jouer. Et je vais venir et je vais expliquer, peut-être que tu pourrais mettre toutes tes opérations d'un côté de ta main et tous les résultats de l'autre. Peut-être que tu peux étaler sur la table dans un premier temps pour que tu vérifies ensuite. Et quand tu as pioché, donc, parce que le principe c'est que je pioche une carte dans la main du voisin pour essayer de faire une nouvelle paire, peut-être que là, donc, on va expliquer des stratégies pour lancer l'enfant vers la résolution de problèmes. Donc, dans la phase d'accompagnement, effectivement, j'ai plein de postures à élaborer. Et c'est des postures qu'on retrouve quand les enfants sont aussi en train de faire un exercice sur table. Alors, effectivement, on ne va pas intervenir auprès de tous les enfants, on va doser. Et on retrouve en fait cette même posture dans le jeu, juste sur une modalité différente. Alors, il nous reste le numéro 3. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire un 3 avec le dé? Tu veux essayer? Un 4. Est-ce que tu pourrais essayer encore une fois? Allez, on essaye. Un 2. Bon, je crois qu'on ne va pas l'avoir, mais on va quand même regarder le numéro 3. Qu'est-ce qu'on avait comme mot ici? Alors, c'est le mot animé. Et oui, parce que, à la fois, on est d'accord, on n'est pas au centre aéré, on a des objectifs d'apprentissage derrière, mais en même temps, une fois qu'on sort un jeu,
Eh bien, oui, il y a des jeux qui s'animent. Alors, peut-être que sur un jeu de plateau ou sur un jeu de cartes, c'est moins évident comme ça tout de suite. Mais sur un jeu où on a un dé, un grand dé, ou un jeu où on a, comme on disait avec Harry Potter, peut-être tout un univers, ou avec notre conservateur du musée, peut-être qu'on va arriver avec un peu de déguisement, peut-être qu'on va arriver avec un peu d'accessoires, et peut-être que pendant le jeu, pour qu'on reste dans notre thématique, dans notre univers, on va réactiver un peu ça tout du long et avoir, oui, cette posture d'animer aussi ce temps de jeu pour que on ait cette ambiance joyeuse et voilà, et que les enfants s'amusent et soient pris dans l'univers du jeu qu'on va créer. Donc, on est enseignant et sur ce temps-là, on anime le jeu. Ça ne nous fait pas devenir animateur de jeux récréatifs, hein, on est bien d'accord, mais un jeu, ça s'anime. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ce mot-là quand même. Ouais. Du coup, voilà, j'espère avoir pu vous faire entendre que le jeu participe donc des méthodes d'enseignement dynamiques, centrées sur l'élève et participatives. Je vous invite à aller tester les jeux qu'on a, sur tout le salon évidemment, et en particulier donc, sur le stand de Jeux et Talents. C'est le stand numéro 7, merci. Voilà. Et donc, nous avons aussi la chasse au trésor que vous pouvez aller tester. Vous retrouvez plein de jeux donc, sur le site internet jeuxettalents.fr. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais votre enfant rentre de l'école un jour et que vous lui demandez qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, et qu'il vous répond non, mais aujourd'hui on n'a pas travaillé, on n'a fait que jouer. J'espère qu'après avoir entendu tout ça, vous imaginerez mais toute la tonne d'apprentissage qu'il a pu faire en une journée entière de jeu intensif. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi j'ai une remarque, je dirige une équipe de recherche et en fait on joue toute la journée. C'est exactement les mêmes symptômes en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, alors on est obligé d'accompagner les plus jeunes. Honnêtement, j'avais vraiment une vraie question, est-ce que la capacité d'apprentissage en même temps que de jouer décroît avec l'âge ? Alors pas du tout. Non, je pense vraiment pas. Notamment parce que donc, dans mon cadre de formatrice BAFA, je vois des jeunes qui arrivent, donc maintenant ils ont même 16 ans et 17 ans et plus. Il y a des gens en reconversion professionnelle. Et donc ils arrivent, le BAFA ça dure 8 jours sans interruption. Et donc ils arrivent pour la plupart ados, avec un peu de résistance, avec toute leur adolescence. Et après 8 jours de jeu intensif, là, ils sortent en capacité d'encadrer des jeunes dans toute la responsabilité que ça implique. Et c'est une transformation, quoi. Ils passent d'ado à jeune adulte en 8 jours de jeu intensif sous toutes ses formes. Donc, je suis convaincue que dans la formation professionnelle aussi, le jeu a un grand avenir pour dynamiser un peu les contenus et tout au long de la vie. Ouais. D'autres questions ? Bon, il ne nous reste qu'à vous remercier. Et donc, le stand numéro 7. C'est ça. J'ai bien retenu. Merci encore. Merci beaucoup.